Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous rejoindre comme tous les mardis dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Vous s'intéresse cet après-midi avec vous au projet de loi immigration. Après son adoption au Sénat dans une version largement ajournée par les Républicains, le texte est désormais examiné depuis hier par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Coup de théâtre d'abord dimanche dans un texte paru dans la Tribune dimanche. 17 députés LR se sont dit prêts à voter le projet de loi sur l'immigration si, je cite, prévaut l'esprit du projet du Sénat à l'issue de son examen à l'Assemblée. Et puis hier, la Commission des lois a notamment remplacé les quotas migratoires fixés par le Parlement, idée votée par le Sénat, par la présentation, je cite, toujours d'objectifs chiffrés présentés cette fois par le gouvernement. Qu'est-ce que ça change tout ça, Alexis, en termes de rapport de force? Alors, en termes de rapport de force, c'est très difficile à évaluer aujourd'hui. Mais par contre, nous assistons vraisemblablement, et les sujets sont liés, à une tentative de réveil de LR et de réancrage de LR dans une opposition systématique. La tribune à laquelle vous faites référence, qui a semé beaucoup de zizanie au sein des Républicains, est une tribune, de ce point de vue-là, qui s'inscrit dans une forme de dissidence, car il s'agit pour ces parlementaires, qui sont des gens tout à fait respectables et estimables, mais de désobéir aux consignes données par Olivier Marleix, leur chef de file à l'Assemblée nationale, ainsi que, bien sûr, par Éric Ciotti, qui, on le sait, est aujourd'hui le principal stratège du repositionnement de LR dans une, opposition un petit peu plus systématique. Vous diriez déjà que LR a assez frondeur désormais? Alors, on peut le dire comme ça, absolument. C'est-à-dire des personnes qui, d'ailleurs, depuis le départ, n'ont pas fait mystère du fait que la place naturelle de LR, pour eux, était à terme d'être une sorte d'additif, si vous voulez, d'adjuvant du macronisme, et donc ils sont, j'allais dire, assez cohérents avec eux-mêmes. Je ne juge pas, j'analyse leur position, mais ils sont assez cohérents avec eux-mêmes. C'est un projet de loi très important pour la suite du quinquennat, porté bien sûr notamment par le ministre de l'Intérieur, et ils se disent, assez logiquement, nous devons porter nos voix aux côtés de ce projet de loi pour qu'il soit adopté. Alors effectivement, il ne pourra être adopté à l'Assemblée nationale en raison de la majorité relative que par une adjonction de voix venues soit de l'IOT, soit de LR, enfin en tout cas de personnes qui ne sont pas stricto sensu dans la majorité présidentielle. Donc vous avez raison, on peut effectivement qualifier ces personnes de frondeurs, même si par beaucoup d'aspects, on va dire les socio-styles, ils diffèrent de ceux qui furent les frondeurs de François Hollande. Ils n'ont pas cette espèce de gauchisme culturel attaché à leur nom. En revanche, ils posent un problème, j'allais dire d'identité et de fond, aux dirigeants actuels de la structure LR, et notamment bien sûr à Éric Ciotti, qui tenait à ce qu'il y ait une sorte de clarification à l'occasion de la prise de position publique de sa formation politique sur le projet de loi immigration, c'est-à-dire nous pensons que ce projet de loi, je résume à très grands traits pour ne pas entrer trop dans les détails techniques, nous pensons que ce projet de loi n'est pas exactement valide et ajusté et qu'il est en quelque sorte encore trop souple vis-à-vis de l'intensité non contrôlée des flux migratoires. Je résume évidemment le point de vue de la direction de LR. Alors sur ce point justement, selon ces députés LR qui se sont exprimés dans cette tribune dimanche, la nouvelle rédaction de l'article 3 qui prévoyait la régularisation des clandestins travaillant dans des secteurs en tension, l'un des cœurs de ce projet, préserve le pouvoir discrétionnaire des préfets et est une réponse ferme qui ne crée pas un droit opposable au fond. Dans quelle mesure cette prise de position est une mauvaise nouvelle à la fois pour Éric Ciotti et Olivier Marleix, respectivement le président des LR et le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée? Parce que, si vous voulez, en quelque sorte, ces parlementaires qui ont quand même le cachet, l'agrément de leur parti, valident la ligne politique de ce projet de loi immigration dont chacun pressent... En considérant qu'elle est conforme à la ligne des LR de manière plus générale. Exactement, dont chacun pressent que ce projet de loi est tout de même inspiré, j'allais dire, par un équilibrisme typiquement macronien, c'est-à-dire d'un côté l'affichage d'une fermeté dont on ne peut pas nier, elle est réelle et elle est aujourd'hui, j'allais dire, au cœur de la nouvelle matrice macronienne, de cette saison 2 en quelque sorte du macronisme. Mais en même temps, attention, on n'est pas sur des rhétoriques qui sont celles de la droite civilisationnelle qui gagne beaucoup d'élections actuellement en Europe, en Suède, aux Pays-Bas, etc. Et bien sûr en Italie encore récemment, et qui est une rhétorique beaucoup plus ferme, beaucoup plus décisivement prompte à prendre des mesures pour réduire drastiquement les flux migratoires. On voit bien que ce projet de loi, pour résumer, ménage en quelque sorte la chèvre et le chou. Et donc par rapport à cela, effectivement, la prise de position dissidente de ces parlementaires LR pose un problème, j'allais dire, pas seulement d'ordre politique immédiat à Éric Ciotti, mais pose un problème d'identité de sa formation politique. Où se situe-t-elle exactement? Où met-elle le curseur de l'opposition? Ces gens-là, évidemment, sont sur une ligne soft, en quelque sorte, qui va à l'encontre d'une stratégie dûment élaborée,
qui consistent à devenir plutôt des hardliners dans le cadre de la compétition en vue des européennes. De son côté, Emmanuel Macron cherche à se relancer après l'échec des rencontres de Saint-Denis boudées par une partie de l'opposition, et en particulier par les Républicains. L'Élysée réfléchirait désormais à l'organisation de grands débats décentralisés sur l'unité nationale. Alexis Quezako. Alors, Quezako, il faut d'abord revenir sur l'échec. On en a parlé vendredi en direct live. On ne savait pas que ça serait un échec aussi retentissant, mais effectivement, c'est l'effet de souffle. Nous parlions de lui à l'instant. De la décision qu'Éric Ciotti a prise, j'imagine en concertation d'ailleurs avec un certain nombre de personnes dans sa formation politique, de ne pas se rendre aux rencontres dionysiennes, suscitant l'ire du président de la République, mais aussi de son entourage immédiat. On sait que notamment le très influent Alexis Kohler a dit « Ah non, vous pouvez pas nous faire ça. Vous pouvez pas nous faire ça. » Alors qu'Éric Ciotti avait été présent lors du premier acte. Bien sûr, et que c'est vrai que LR a une identité difficile à trouver sans doute en ce moment, mais encore une fois, si on se place du point de vue des macroniens, je n'en suis pas le porte-parole, j'analyse avec vous, ils ont toujours sincèrement espéré que LR puisse être une majorité d'appoint pour eux. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2022, c'est le cas, et ils cherchent toujours à avoir une majorité d'appoint avec LR, et donc à tendre la main de ce point de vue-là à LR, même si on peut dire que c'est aussi une instrumentalisation. Et donc effectivement, le geste inaugural en quelque sorte, le 17 novembre, de Éric Ciotti d'annoncer qu'il ne viendrait pas à Saint-Denis, a coupé, entre guillemets, l'herbe sous le pied au président de la République, l'obligeant à inventer, on va dire, d'autres initiatives citoyennes. Vous savez, il y a un fil rouge actuel. Alors on dit beaucoup, on l'a analysé hier ensemble, qu'Emmanuel Macron n'est pas au mieux de sa forme, qu'il a un peu perdu le bojo. Vous voyez, tous les commentateurs politiques, ils vont là-dessus. Alors, c'est sans doute vrai. Mais il y a surtout le sentiment qu'il a, et là je me place de son point de vue, si vous voulez. Parfois, et pour comprendre les acteurs, il faut se placer de leur point de vue subjectif. Que nous sommes face à une multicrise, avec des défis multiples d'ordre économique, civique, sécuritaire, terroriste, etc. Et que, au fond, certains, en tout cas c'est le sentiment qu'ils ont en Macronie, font de la petite politique politicienne. Et évidemment au cœur de leur... Alors que lui réfléchirait aux grands enjeux qui attendent la France dans les 10 prochaines années. En tout cas, ce sont les éléments de langage qui sont produits actuellement par l'Élysée. Le président est un visionnaire qui veut rassembler la nation, lui rendre sa cohésion ébréchée actuellement par tous les défis qu'elle vit. Et de l'autre côté, il y a des oppositions qui font de la petite politique. Ils pensent évidemment principalement à LR, car il n'a jamais attendu, en quelque sorte, de ce point de vue-là, du Rassemblement national qu'il joue autant le jeu. D'où d'ailleurs le chiasme, j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse, après on revient au Pour terminer, Alexis. Voilà, d'où le chiasme entre Bardella et Ciotti. Bardella devient un bon objet, en quelque sorte, c'est-à-dire un opposant qui joue le jeu pour Macron, et Ciotti est un opposant qui ne joue pas le jeu. Alors, on en termine par là. Ils vont vouloir stratégiquement rééditer ce grand moment, en fait réussi, de cohésion, de réenclenchement, de reconstruction, de tikkun de la cohésion nationale qu'a été le grand débat en 2019. Vous savez, après les Gilets jaunes, Macron descendait dans l'arène, allait voir les citoyens dans des petites localités de la province, et ça a super fonctionné. Donc l'idée, au fond, c'est de refaire ça. Ils appellent ça des grands débats décentralisés sur l'unité nationale. Donc le fil rouge, c'est encore une fois... Le fil rouge, c'est encore une fois la cohésion de la nation, au sens d'Ernest Renan, naturellement, et il veut relancer ce plébiscite de tous les jours en se mettant au cœur des Français. Sur le fond, je vais vous dire mon sentiment d'analyse. Vraiment, Alexis, c'est l'heure de nous quitter. Merci. L'idée est bonne, car il n'aura pas à tenir compte des dictates, entre guillemets, de son opposition ou de ses oppositions. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Bon après-midi à vous.